Est-ce qu'on écoute avec son ventre? Un de mes maîtres à penser, qui s'appelle François Roustan, qui fut un grand psychanalyste, puis quelqu'un qui s'est intéressé à l'hypnose et qui l'a pratiqué, et il me disait, mais apprends à penser avec tes pieds. Et il avait raison. Comment est-ce qu'on pense avec ses pieds? On pense avec ses pieds quand on a la sensation que les pieds sont ancrés dans le sol, et qu'on sent cet ancrage des pieds dans le sol, et qu'à partir de cet ancrage des pieds dans le sol, il y a quelque chose qui remonte vers la tête, et qui fait que la tête se dresse et rejoint le ciel. Et c'est seulement dans cet ancrage corporel que les mots vont pouvoir s'incarner. S'incarner, ça veut dire rentrer dans le corps. Et c'est cette incarnation du langage que je cherche à développer dans ce qu'en psychanalyse on appelle l'écoute flottante, dont je vais vous parler tout à l'heure. Cette fameuse écoute flottante où on se représente le psychanalyste en train de roupiller gentiment derrière son divan en faisant comme ça périodiquement toutes les 5 minutes, mais qui est pour moi un processus en fait beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe. Eh bien, on ne fait pas qu'écouter. Il y a bien un moment où il faut parler, il faut dire quelque chose. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Un conseil, une suggestion, une interprétation? Ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose à ce moment-là? De quelle création s'agit-il à ce moment-là, et qui ne va pas puiser dans un catalogue de recettes, quelque chose qui va être mutatif, disons, pour la personne qui est en train de vous parler. Alors je sais, vous n'êtes pas dans une position de psychothérapeute, vous n'êtes pas dans une position de psychanalyste, vous êtes dans une position d'écoutant, mais j'espère, à travers ce dont on va parler ce matin, que vous verrez quand même des analogies, sans doute, avec ce que vous vivez. Moi, je n'ai pas de pratique d'écoute, mais il se trouve que, comme tout le monde, je me suis mis à en avoir une, à travers ce qui nous a tous dévastés ces derniers temps, et qui a été cette épidémie qui nous a enfermés, et qui a fait que, comme beaucoup de mes confrères, on s'est mis à travailler au téléphone. Et en travaillant au téléphone, eh bien, qui était quelque chose que j'avais toujours refusé jusque-là, parce que plusieurs fois des patients m'avaient dit mais je pars pour 6 mois pour mon travail, est-ce qu'on peut continuer à travailler, et j'avais une aversion pour cette idée de ne pas être en présence, de ne pas être en présence du corps de l'autre. Et puis je m'y suis mis, et je me suis rendu compte qu'au téléphone, eh bien, finalement, il se déroulait sur le plan de l'écoute et sur le plan corporel des choses qui étaient extrêmement analogues avec ce qui pouvait se passer en séance, et ça a changé un petit peu ma pratique. C'est-à-dire que beaucoup plus souvent aujourd'hui, j'accepte, même je propose parfois, de faire des séances au téléphone lorsqu'elles ne peuvent pas se faire en face à face. Alors bien sûr, c'est pas une écoute de personnes anonymes, c'est des personnes que je connais, mais enfin, il y a tout de même cette analogie. Mes bagages théoriques, c'est la psychanalyse, bien évidemment. Alors la psychanalyse, c'est quoi? C'est déjà supposer qu'il y a du conscient et de l'inconscient, disons. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se déroulent dans l'esprit des gens, dans la tête des gens, et donc qui ne fait pas partie, pour le moment, de leur pensée consciente. C'est de penser qu'il y a du transfert, c'est-à-dire que ce qui se joue, ça n'est pas quelqu'un qui observe et qui décrypte ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, mais c'est une relation affective entre deux personnes dans lesquelles chacune projette dans l'autre un certain nombre de choses. Mes autres bagages théoriques, c'est ce qui s'appelle la thérapie familiale, la thérapie conjugale et familiale. Et là, ce qui se déroule, c'est évidemment à l'intérieur des personnes, mais entre les personnes, dans les liens interpersonnels. Et là, ce qui se joue, c'est évidemment encore plus incarné dans les corps, parce qu'une scénographie d'une famille en scène, c'est quelque chose qui est comme au théâtre, c'est comme 6 personnages en quête d'auteur, c'est toute une scène qui se déroule sous nos yeux, et c'est toute une architecture musicale
qui est en train de se jouer et par rapport à laquelle il s'agit d'être à l'écoute des accords, des désaccords, de ce qui sonne juste, de ce qui sonne faux. Je reviendrai là-dessus. Cette écoute, elle est évidemment musicale. Et puis, je vous parlais un petit peu d'hypnose. Alors, je me suis beaucoup intéressé à l'hypnose, non pas tant l'hypnose pour faire des séances d'hypnose à proprement parler, en provoquant une induction avec quelqu'un qui serait mis dans cet état de transe hypnotique, qui est un état de conscience modifié, mais en utilisant ce que l'hypnose peut nous apprendre justement autour de l'incarnation. L'incarnation de la parole, l'incarnation dans le corps des sensations et des émotions. Je vous donne un exemple. Un patient est là, il est sur le fauteuil en face de moi, et il répète une histoire. Il rabâche une histoire. Il est enfant, son petit frère a fait une bêtise, et sa mère le punit très fortement. Elle le frappe même pour avoir commis cette bêtise alors que ce n'est pas lui qui l'a fait, et alors qu'il est innocent. Et donc il est extrêmement à la fois en colère, évidemment, très mortifié par cela, et puis il est pris dans un conflit de loyauté, il ne veut pas non plus dénoncer son petit frère qui est celui qui a commis la bêtise. Bon, une scène d'une banalité extrême que beaucoup de gens, évidemment, ont connue. Mais ce qui me frappe dans cette scène, pour revenir à ce qui se disait hier, et qui était très intéressant sur la question de la plainte, c'est que c'était de la plainte. C'est-à-dire, c'était là. Dans la façon dont il me l'a raconté, c'était quelque chose qui était engrammé et qui était déjà pré-raconté. Et ça, je l'entendais bien. Et donc je lui dis, mais attendez, vous êtes assis dans ce fauteuil, prenez conscience juste de votre dos qui repose sur le dossier du fauteuil. Vous sentez votre dos, vous sentez vos pieds qui sont sur le sol. Ancrez vos pieds dans le sol. Voilà. Vous sentez vos pieds dans le sol, vous sentez votre corps. Racontez-moi cette histoire. Et à ce moment-là, l'histoire s'énonce tout à fait différemment. Je sens sa voix qui devient un peu pâteuse, je sens qu'il rentre à l'intérieur de lui et qu'il est en train de se remettre dans l'histoire, se remet à disposition d'une certaine façon. Et là, il se produit dans comme une transmission, comme des passages émotionnels à l'intérieur de lui qui le font sortir de la plainte. C'est-à-dire qui le font se remettre dans la rage, dans la colère, dans le désespoir, puis dans la tristesse, et qui le font associer sur une autre tristesse, qui est celle d'un enfant mort dans la famille, entre lui et son frère. Parce que sa mère a fait une fausse couche très tardive entre lui et son frère, c'était quasiment un enfant mort-né. Et voilà, cette association, tout à coup, donne évidemment une autre coloration à ce qui est en train de se produire. Une autre histoire, un autre patient. C'est quelqu'un qui vient me voir et pour une demande de psychothérapie assez classique, disons, de quelqu'un qui s'interroge sur lui-même, sur sa vie, sur ses moments de passage à vide, qui a envie de se renforcer, disons. Et donc il me raconte rapidement son histoire dès le premier entretien, et puis il me dit, vous savez, j'ai un fils, ce fils il a 8 ans, et c'est la lumière de mon existence, toute ma vie est tournée vers lui, je l'adore, il donne un sens à ma vie. D'ailleurs, souvent je me suis dit que s'il n'était pas là, eh bien, il y a des fois où je pourrais même me foutre en l'air, tellement la vie me paraît ne pas avoir de sens, mais heureusement je l'ai lui, et il ancre très fortement mon existence, et en plus depuis que je suis séparé de sa mère, je l'ai avec moi 1 semaine sur 2, et c'est les semaines qui sont vraiment remplies dans ma vie. Quand il n'est pas là, il me manque beaucoup. Et puis il ajoute en fin d'entretien,
Oui, je dois quand même vous dire une chose, c'est que j'étais stérile et que nous avons eu cet enfant grâce à un don de sperme anonyme, mais que, bien évidemment, je ne lui en ai pas parlé et je ne lui en parlerai jamais, car je suis son père, et que je ne voudrais pas le troubler par rapport au fait que je suis son père. Moi, il y a des moments, on parlait du silence hier, il y a des moments il faut se la boucler. Hein. Et donc je me la boucle. Et puis j'attends. Puis des mois passent, où on parle de tout un tas de choses. Et au bout de quelques mois, il me dit tout à coup à brûle-pourpoint, alors que nous n'en avions jamais reparlé. Il me dit, vous savez, depuis que je parle avec vous, je me rends compte d'une chose, c'est que chaque fois que je regarde cette phrase, chaque fois que je regarde mon fils, eh bien je pense à cet homme dont il est issu génétiquement et qui est son père biologique. Alors vous voyez qu'entre le « je n'y pense jamais » et « j'y pense chaque fois que je le regarde », eh bien on voit un gouffre quand même qui apparaît. Et que ce gouffre, c'est justement le gouffre de l'inconscient. C'est le gouffre où il y a tout un tas de pensées qui sont là et qui se promènent et qui nous agitent, et que, eh bien, parfois ces pensées affleurent, mais on n'en est pas tout à fait conscient, parfois pas conscient du tout. Et là, il commence à être conscient parce qu'il est conscient, il conscientise tout un tas d'autres choses dans le processus thérapeutique, il prend conscience de l'existence de ce fantôme qui est en lui et qui n'est pas seulement en lui, et qui est entre lui et son fils. Et alors à ce moment-là, moi je me mets à visualiser une scène. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une scène que je visualise, et je vois cet homme qui est en train de jouer au train électrique avec son fils, et ils sont assis par terre tous les deux, et ils rigolent, et ils s'amusent, et ils sont heureux, et etc. Et tout va bien. Et puis tout à coup, il pense à cet homme, sans tout à fait bien savoir qu'il y pense, mais il voit le fantôme de cet homme inconnu, anonyme. C'est fort la force de l'anonymat quand même. Cet homme anonyme qui traverse la pièce. Et à ce moment-là, son regard est capté par ce fantôme qui traverse la pièce. Et j'imagine ce qui se passe entre lui et l'enfant à ce moment-là. L'enfant regarde son père, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon père ne me regarde plus? Pourquoi est-ce qu'il ne sourit plus? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a attristé ou qui l'a heurté ?» Et vous voyez que le fantôme qui est dans la tête de cet homme, il infiltre la relation avec son fils. Et il l'infiltre sans un mot, mais il l'infiltre à travers les corps, à travers ce qui se joue dans cette relation corporelle très singulière, qui est « je suis avec toi, et puis je m'éloigne, je me détourne, bon, je regarde ailleurs, etc. » Je pense que c'est très important parce que c'est comme ça qu'on se demande toujours, mais comment ça circule dans la famille, les secrets, les choses qu'on ne dit pas, les choses qu'on ne sait pas. Parfois, on est amené soi-même à transmettre à l'autre quelque chose qu'on ne sait pas soi-même. Abel en parlait hier par rapport à cet homme-là qui avait des tics, comme ça, qui transmettait à son fils sans même plus savoir à quoi ça pouvait être lié en ce qui le concernait. Donc, on sait bien, par exemple, et ça j'avais travaillé un petit peu là-dessus, que par exemple les deuxième, voire troisième générations de déportés de la Shoah, qui n'ont jamais connu la déportation, qui n'ont jamais connu les camps, qui n'ont jamais connu les privations, et qui parfois sont très peu au courant de cette histoire familiale, à quel point ils développent des symptômes, et des symptômes parfois extrêmement lourds, autour de ces processus de transmission, qui sont des processus de transmission par le corps, et non pas par la parole. Par le corps et par les émotions. Et à ce moment-là, je continue un peu avec ce patient,
eh bien, à ce moment-là, je repense, moi, à quelque chose qu'il m'avait dit à un moment de sa psychothérapie, et qui était que quand il était enfant, son père voyageait beaucoup et travaillait beaucoup à l'étranger, et que quand son père partait en voyage, sa mère recevait un ami, et qu'il n'aimait pas beaucoup cet ami. Et cette histoire avait fait écho à une histoire personnelle, où moi aussi j'avais un père qui voyageait beaucoup, et j'avais une mère qui recevait un ami, et que cet ami, il ne me plaisait pas beaucoup. Voilà. Et je lui raconte cette histoire. Je lui dis, mais vous savez, peut-être que vous n'êtes pas le seul à vous interroger sur la question de la paternité. Peut-être que cette question de la paternité, elle résonne particulièrement en vous, et elle résonne particulièrement entre vous et votre enfant. Donc après la séance, il file dans une librairie, et il achète, vous savez, les bouquins qu'on donne aux enfants pour expliquer les mystères de la conception, et notamment de la procréation médicalement assistée, et que parfois, quand un papa a des petites graines qui sont cassées, eh ben, il y a un monsieur très gentil qui donne ces graines, et que finalement, on n'est peut-être pas trop de deux pour faire quelque chose d'aussi merveilleux que cet enfant qui est là et qui est venu au monde. Et il me dira à quel point cette relation à son enfant a pu se réajuster à partir du moment où il a pu lui raconter cette histoire. Moi, c'est un peu autour de choses comme ça que, moi, je me suis beaucoup battu pour lutter contre l'anonymat des dons de gamètes. Moi, je trouve que l'anonymat des dons de gamètes, c'est une folie, quoi. Je veux dire, c'est un truc. C'est comme si on réduisait quelqu'un, qui est une personne à part entière, avec une intention, avec un don en plus. C'est merveilleux de donner, d'échanger comme ça. C'est comme si on réduisait le don à une espèce de petite, de petite cellule sur un coin de paillettes, comme si c'était un petit truc un peu comme ça, escamotable et interchangeable, et que toute cette histoire, eh bien, elle était escamotée derrière cette question d'anonymat. Ce qui ne veut pas dire que je pense que, que ces hommes qui donnent ou ces femmes qui donnent du matériau reproductif, disons, font partie de l'histoire des enfants à proprement parler, mais ils font partie d'un récit. C'est-à-dire, je veux dire, il n'y a pas besoin de les rencontrer, forcément, bien sûr, mais ils font partie d'un récit. Et que c'est ce récit sur les origines que les enfants ont besoin de se raconter et qu'ils ont besoin qu'on leur raconte. Et ils ont surtout besoin qu'on leur raconte des histoires justes. Des histoires justes. Et ça, c'est très important de faire la différence entre le juste et le vrai. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'à faux, on peut opposer juste ou vrai. Comme le contraire de faux, c'est la vérité ou c'est la justesse. Et dans notre champ, c'est pas la vérité qu'on traque, parce que la vérité, vous voyez, elle est bien complexe, elle est pleine de double fond, la vérité. Mais par contre, c'est ce qui sonne juste, c'est-à-dire c'est ce qui permet l'accordage, ce qui permet de s'accorder à l'autre dans un discours commun, dans une narration commune qu'on est en train de tisser ensemble. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est ce qui nous ramène finalement à la façon dont le nourrisson construit son psychisme et construit son monde. Il l'a construit autour de ces capacités-là, c'est-à-dire ces capacités de s'accorder à son environnement et de son environnement de s'accorder à lui. Donc, pour en revenir à Victor, mon patient, je dirais que bien des psychothérapeutes et des thérapeutes familiaux, des analystes, reconnaissent être le lieu d'une activité psychique qui est très particulière. C'est celle d'éprouver, de ressentir des sensations, de visualiser des images, de prononcer des paroles qui ne sont pas les leurs, mais qui sont celles d'un autre. Comme s'ils mettaient à disposition leur appareil psychique pour accueillir, héberger des éprouvés, voire des pensées qui sont irreprésentables et qui sont transmises par les patients. Il s'agit à proprement parler de surgissement, d'irruption
de quelque chose qui vient d'ailleurs. Et c'est difficile de savoir si ça vient de soi ou si ça vient de l'autre. Vous voyez cette histoire du père en voyage d'affaires. Elle est à lui, elle est à moi. À qui elle appartient à ce moment-là? Elle appartient incontestablement à ce qui résonne dans la relation à ce moment-là. Ça s'impose comme une sensation brute, puis comme une représentation, puis comme une pensée. Et ce sont ces processus qui sont au cœur du transfert, ce qu'on appelle le transfert en psychanalyse, et ce qu'on appelle la résonance dans le champ des thérapies familiales. Ça veut dire qu'on est tous habités par ce que nous appelons, on analyse les facteurs étrangers en moi, les cryptes, les signifiants énigmatiques, c'est-à-dire tout un tas d'éléments qu'on héberge, mais qu'on ne sait pas qu'on héberge, et qui sont ceux qui nous sont transmis. Ceux qui nous sont transmis à travers le langage, bien sûr, à travers les mots, mais à travers toutes ces accordages et ces désaccordages corporels qui se produisent pendant notre histoire, comme l'histoire du fils de Victor et du train électrique. Quelque chose lui est transmis à ce moment-là. Il y a un fantôme qui lui est transmis, il y a une étrangeté qui lui est transmise, quelque chose d'énigmatique. Et que peut-être, il aurait pu mettre, si ce non-dit, disons, plutôt que ce mensonge avait continué, peut-être que pendant des années, ça aurait créé à l'intérieur de lui comme une crypte, comme un lieu étrange, comme un lieu étranger à lui-même, qui aurait provoqué un certain nombre de symptômes dans sa vie future. Alors, je crois que ce qui nous permet d'être thérapeute, c'est de pouvoir justement héberger pendant un temps ces fantômes, disons. C'est de pouvoir entrer dans ces cryptes et déloger les fantômes de leurs cavernes. Alors, pour nous, ça paraît peut-être un peu mystérieux et ésotérique, mais finalement, les thérapeutes dits traditionnels, ceux pour qui la présence des esprits, des ancêtres, des démons et des sorts font partie des bagages culturels, l'influence d'un esprit sur un autre esprit relève de la plus élémentaire évidence. Pour toutes ces personnes aussi qui disent l'avenir, etc. Alors bon, il y a plus ou moins des charlatans, mais enfin, moi j'ai connu des femmes notamment qui avaient un talent absolument extraordinaire, et d'ailleurs c'est qui expliquait leur succès, uniquement en recevant quelqu'un, en étant face à face pendant quelques minutes, et en percevant toute la présence de l'autre, toute la présence corporelle de l'autre, de leur ressortir leur histoire, avec une exactitude qui est tout à fait confondante et qui a l'air de tenir de la magie, alors que, voilà, c'est simplement non pas tant le décryptage de l'attitude corporelle de l'autre que le fait de pouvoir qu'une incarnation rencontre une autre incarnation, en fait. Et qu'à partir de là, deux histoires se mettent un peu comme en vibration. C'est intéressant de reprendre le cheminement de la psychanalyse par rapport à ça, et le cheminement de Freud, parce que Freud, c'était moi j'ai une passion pour Freud, évidemment, comme beaucoup d'analystes. Je pense que c'est un type qui a ouvert comme ça un nombre de chemins qu'on n'a pas encore fini d'explorer aujourd'hui. C'était un scientifique. C'était un scientifique et il voulait trouver une méthode scientifique de traitement. Alors il avait commencé par l'hypnose, justement parce que l'hypnose, pour lui, c'était pas tant d'entrer dans cette relation corporelle particulière avec l'autre, ce qui est plutôt devenu l'hypnose aujourd'hui, mais c'était de pouvoir trouver au plus juste la vraie histoire des patients, c'est-à-dire aller au plus loin de leur traumatisme et de leur histoire infantile pour pouvoir reconstituer la nature exacte du traumatisme qu'ils avaient traversé et ainsi les libérer de cette expérience traumatique. Et puis il se rend compte d'une chose qui l'épouvante,
c'est que toutes ces patientes commencent à lui raconter la même histoire. Toutes ces patientes lui racontent quasiment le même traumatisme infantile, la même séduction, le même abus lorsqu'elles étaient enfants, parce que c'était ça qui l'intéressait. Il était en train de construire une théorie du trauma, et notamment une théorie des abus sexuels par le père dans l'enfance des patients. Et tout à coup, toutes ces patientes sur le divan, elles avaient été abusées par leur père. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de patients qui sont abusés par leur père, ça arrive, mais enfin, toutes, c'était un petit peu beaucoup. Et il s'est rendu compte à ce moment-là que se construisait avec ses patientes une histoire qui était celle qui correspondait avec sa recherche théorique du moment sur la séduction paternelle. Alors là, il est épouvanté. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est là où, tout à coup, il a ce truc génial qui est d'inventer le transfert. C'est-à-dire, il dit, ce qui est en train de se jouer, c'est pas la vérité de ce qu'a vécu la patiente, mais c'est la patiente qui, pour me séduire, pour se faire aimer de moi, me raconte cette histoire. Et moi, évidemment, qui suis très intéressé par ça, je jubile en écoutant cette patiente qui me raconte cette histoire que j'ai envie qu'elle me raconte. Voilà, on est là dans la vérité de la cure, d'une certaine façon. Ça n'a plus rien à voir avec l'histoire, ou ça a des analogies avec l'histoire, mais ça n'est pas l'histoire. C'est une relation, une nouvelle relation affective qui se joue là, et à travers cette relation, ça permet évidemment de revivre un certain nombre de choses, de se libérer d'un certain nombre de choses, mais il ne faut pas avoir l'idée que c'est la vérité. Mais par contre, c'est juste. C'est juste au sens où ça résonne justement, au sens musical du terme, entre le thérapeute et le patient. À la suite de ce transfert, il est bien obligé d'arriver à autre chose, justement, qui est que les patientes, évidemment, elles transfèrent, mais que le thérapeute aussi transfère sur le patient. Et que ça s'appelle le contre-transfert. Contre-transfert et de cette influence du patient sur la sensibilité inconsciente du médecin, écrit-il à son ami Bislanger, et il lui dit « Mais c'est affreux, c'est notre mal nécessaire, c'est notre croix, cette histoire. Parce qu'on n'arrivera jamais à une vraie méthode scientifique et rigoureuse si on doit admettre ces mouvements-là. Donc il va chercher à ce que ça soit réduit au minimum, cette histoire de contre-transfert, c'est-à-dire cet apport affectif du thérapeute. Mais dans la suite, c'est-à-dire, et ça va être réduit comment? Eh bien, par l'analyse, dite l'analyse didactique du praticien, qui va chercher lui-même d'aller au plus loin de ce que sont ses défenses et ses constructions psychiques, pour éviter que ça vienne brouiller la relation avec le patient. Mais il n'en demeure pas moins que c'est là, et que ça continue, parce qu'on n'a jamais fini sa propre analyse, et qu'on n'a jamais fini sa propre histoire. Quand je vous disais tout à l'heure, un peu comme une boutade, que je me soignais depuis 40 ans, je le pense très sérieusement. Je pense très sérieusement que à chaque patient, j'apprends quelque chose d'autre de moi-même. Et ça va être un peu cette lignée-là que vont suivre beaucoup de successeurs de Freud, et que notamment les anglo-saxons, Winnicott, etc. C'est-à-dire, au fond, d'envisager davantage la cure comme une relation, et une relation réciproque, que comme l'action, l'influence d'un thérapeute sur un patient. Et après, selon les écoles, il va falloir soit réduire ce transfert du thérapeute, soit au contraire l'utiliser et même s'en servir comme un tremplin. Et dans le champ des thérapies familiales et conjugales, qui est mon autre champ, eh bien, on a un petit peu la même histoire. C'est-à-dire qu'on a d'abord, au début, des thérapeutes familiaux qui sont en dehors de la famille et qui l'observent, même à travers une glace sans teint, et qui servent à décrypter
un peu les liens, les relations, les conflits, les rôles, les fonctions des uns et des autres à l'intérieur de la famille, avec une espèce d'objectivité. Et puis, de plus en plus, ça c'est le début de l'école italienne, et puis de plus en plus, des thérapeutes comme Moni El-Kaïm, comme Andolfi, etc., qui m'ont dit mais pas du tout, on n'est pas extérieur au système qu'on observe, mais on est à l'intérieur et on en fait partie, et c'est parce qu'on en fait partie, dans cet univers d'échange et de résonance, qu'on peut, agir, avoir une action sur le système qu'on est en train de soigner. Si on peut dire qu'on soigne un système, en tout cas sur la famille qu'on est en train de soigner. Donc cette résonance qui fait qu'on éprouve dans la famille de la colère, de l'indignation, de l'ennui, de la joie, de la tristesse, etc., toute cette palette émotionnelle qu'on ressent quand on est immergé dans un groupe familial, eh bien, ce n'est pas quelque chose dont il faut se méfier ou par rapport à quoi il faudrait essayer d'être un petit peu de dompter toutes ces émotions, mais au contraire, c'est ce qui nous permet de vibrer avec eux, et surtout en se disant que c'est un mécanisme de résonance et pas un mécanisme interne à nous, que c'est créé par le système familial, eh bien, à ce moment-là, ça prend sens dans ce qu'on peut se représenter de ce qui se joue sur le plan dynamique et émotionnel à l'intérieur de la famille. Donc, qu'est-ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler l'intrapsychique, c'est-à-dire nos propres mécanismes, et qu'est-ce qui relève de l'interpersonnel, ce qui surgit dans la relation avec l'autre? C'est une question totalement byzantine, qui, à mon avis, n'a aucun sens. Aucun sens. Et ça, si on se réfère au bébé que nous avons été et que nous continuons à être, parce que je pense que pour pouvoir être un écoutant ou un thérapeute, il ne faut pas oublier le bébé qu'on a été, et il faut laisser ce bébé continuer à vivre ses compétences à l'intérieur de nous, eh bien, vous voyez bien que pour un bébé, la distinction entre interpsychique, entre interpersonnel et intrapsychique, ça n'a évidemment aucun sens. Un bébé qui est dans les bras de sa mère ou de son père, qui est bercé, à qui on chante une chanson, qui est contre la peau de l'autre, est-ce que ça a un sens de se demander si ce qu'il éprouve vient de lui ou vient de l'autre? Vous voyez bien qu'il vient de ce monde interpersonnel et de ce monde de l'accordage. L'accordage avec la mère, avec le père. Alors je dis la mère parce qu'en psychanalyse, pendant un siècle, on a tellement représenté la mère comme étant l'interlocuteur unique de l'enfant et celui qui lui permet de se développer, qu'on a du mal à sortir de ça. Mais quand la mère, ça devient le personnage, quel que soit son sexe, qui s'occupe de l'enfant. Ça peut être le père, il peut y avoir deux pères, il peut y avoir deux mères, etc. Enfin bon, ce n'est pas tant le sexe de la personne qui importe que de la capacité à développer avec le nourrisson une compétence, une capacité de rêverie avec l'enfant qui permet de s'accorder à ses besoins, qui permet d'entrer dans son univers interne. Et pour rentrer dans l'univers interne de l'enfant, il faut être soi-même, je pense, un nourrisson qui a été porté, qui a été bercé, qui a été entendu et qui a été compris. Et avec qui il n'y a pas eu de disruption, ou pas trop, dans la relation avec ceux qui s'en sont occupés. Parce que c'est toute la question de l'attachement, toutes les théories de l'attachement, des attachements sécures et des attachements insécures, tout ça se joue dans ces premiers mois de l'existence. Ça ne veut pas dire que c'est foutu par la suite, quand même, je n'irai pas jusque-là, mais enfin c'est quand même très important, ces premiers ancrages et ces premiers ancrages corporels. On sait, parce que ça a beaucoup été étudié, que c'est la mère morte dans des Green, c'est-à-dire une mère qui est en état de dépression, voire de mélancolie, au moment où elle s'occupe de son enfant, même si elle fait tous les gestes adéquats pour le nourrir, le changer, etc.,
il y a quelque chose qui ne peut pas s'accorder entre l'état émotionnel interne de la mère et l'état émotionnel de l'enfant. Ça se désaccorde, ça ne sonne pas juste à ce moment-là, et c'est très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile de réaccorder les choses par la suite à travers tous les autres liens que je sais que comme thérapeute, on s'épuise parfois à essayer d'amener des réaccordages relationnels pour des enfants qui ont été malheureusement trop désaccordés dans leur environnement lorsqu'ils étaient enfants. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit pour le bébé en quelques mots? Vous me direz, hein, parce que moi je ne sais jamais quand je dois m'arrêter, donc je vous laisse. Combien de temps donc? 5 et 10 minutes, alors. D'accord, d'accord. Donc Je vais le surveiller. surveillez-moi. Donc, euh, le bébé, ça a beaucoup été étudié notamment par Daniel Stern, qui a écrit un livre que je trouve absolument fondamental, qui est le monde interpersonnel du nourrisson. Ils ont une capacité, les capacités de l'enfant, c'est absolument extraordinaire. Malheureusement, les plus grandes capacités que nous avons, c'est quand on est bébé et on les perd en grandissant. C'est ce qui s'appelle la perception amodale. Ça veut dire que les bébés, ils savent traduire des modalités sensorielles, une modalité sensorielle dans une autre modalité sensorielle. Par exemple, si à 6 semaines, un nourrisson est face à quelqu'un qui lui parle et que ce qu'il entend est en contradiction avec les mouvements de la bouche de la personne qui lui parle, eh bien, il va faire davantage confiance à ce qu'il voit qu'à ce qu'il entend. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a déjà cette capacité de retranscrire un mode de perception dans un autre mode de perception. Et que, par rapport à cette question des affects et de la transmission des affects et des émotions qu'on connaît, hein, qu'on appelle les affects discrets, la colère, la joie, la peur, le dégoût, enfin, etc. Tout ce qu'on sait très bien décrypter, en général, quand on n'est pas trop autiste, quand on est en contact avec quelqu'un, c'est-à-dire on perçoit les émotions, on les sent, et on peut les retranscrire, parce que ce sont les émotions que nous connaissons, eh bien, le bébé, il a conscience de tout un tas d'autres modes émotionnels qui s'appellent les affects de vitalité. Et c'est avec ces affects qu'il va découvrir le monde, beaucoup plus que ces affects différenciés dont je vous parlais, et qui devraient plutôt être traduits en termes de dynamique, kinétique, vous voyez, comme surgir, fugace, explosif, crescendo, décrescendo. Finalement, des affects de vitalité qui ont plus à voir avec la musique qu'avec le contenu émotionnel à proprement parler. C'est les émotions qui sont provoquées par ces processus vitaux qui affectent l'organisme la plupart du temps et qui ne nous quittent jamais, que nous soyons conscients ou non, alors que les affects ordinaires, la peur, la joie, la colère, etc., ils vont, ils viennent, ils nous traversent, ils se transforment. Mais ces affects de vitalité, qui tiennent à la dynamique même de la relation, à la musique même de la relation, eh bien, ils continuent d'être présents en nous, mais bien souvent, nous n'en avons pas conscience. Et c'est à ça que j'essaye d'être le plus attentif, que ce soit avec des patients ou avec des familles, c'est-à-dire ce qui se joue en termes kinétiques, en termes dynamiques, en termes, encore une fois, de crescendo, de décrescendo, en termes de musique, la musique de la voix, la musique de la parole, les silences, bien évidemment, les silences, on en parlait hier, les silences sont aussi importants dans la musique que les notes elles-mêmes, eh bien, tout ce qui se joue, tout ce tempo, et que c'est ça, si vous vous laissez un peu immerger là-dedans, et retrouver cette capacité de transcodage, transmodal qu'ont les nourrissons, eh bien, on est à proprement parler, dans la relation avec l'autre. C'est ce que Stern appelle l'accordage affectif. Comme on accorde, alors un peu, avec une famille, on est un peu comme
un peu comme un chef d'orchestre d'une certaine façon. Alors, il y a un violon, un piano, un violoncelle, etc., un tambour, tout ce que vous voulez. C'est des instruments qui jouent chacun leur musique, parfois même leur partition. Mais on entend bien quand c'est accordé ou quand c'est pas accordé. On entend quand ça se désaccorde. Et que donc, il s'agit que d'accorder les violons, si on peut dire, c'est-à-dire non pas de mettre tout le monde d'accord, mais de permettre de s'accorder. Dans les couples, c'est absolument là où c'est le plus évident. Quand vous avez un couple en face de vous qui vous parle, on entend immédiatement quand un couple est accordé ou quand un couple est désaccordé. Et cet accordage et ce désaccordage, c'est pas tellement sur leur projet ou s'ils vont aller passer leurs vacances à la mer ou à la montagne, c'est vraiment sur cet accordage sensoriel qu'ils peuvent avoir, un accordage fantasmatique aussi de leur monde interne et qui s'accorde au moment de la rencontre et qui, pour tout un tas de raisons, va par la suite se désaccorder. Pour vous donner un petit exemple de cet accordage affectif, voilà, vous avez un petit bébé qui a 8 mois et qui essaye de tendre la main pour atteindre un jouet. Il fait l'effort, il se contorsionne, il cherche à gagner les centimètres qui lui manquent pour atteindre cet objet. Et à ce moment-là, il a sa mère ou son père qui dit « Allez, oh, is, allez, allez, allez !» Et ça va crescendo. Ça, c'est un affect de vitalité. C'est pas le contenu, c'est l'affect de vitalité. Crescendo, allez, 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 vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Il y a toute la voix, il y a la respiration qui s'accorde à ça, qui s'accélère, et le bébé, il accélère, il arrive, et là, waouh, super, bravo, bravo, t'as réussi. Voilà. Ça, c'est des crescendo, des décrescendo, c'est ça les affects de vitalité, et ça, c'est même au téléphone, quand vous parlez avec quelqu'un, on peut être attentif à ça. On peut être attentif à ces mouvements-là et surtout à ces mouvements, à ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Donc quelques mots pour terminer sur cette question de l'attention flottante, justement. Qu'est-ce que c'est que l'attention flottante lorsqu'on est là, en présence de l'autre? L'attention flottante, et je dis en présence de l'autre, ça me paraît très, très, très important. C'est donc se déprendre de l'intentionnalité, aucune intention, se déprendre évidemment du jugement, suspendre ses propres investissements, relâcher les liens, voire les dissoudre, suspendre aussi l'automatisme du plaisir des plaisirs. Ah, ce qu'il me dit, c'est intéressant. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est un truc, ou ça m'ennuie. Oh là là, ça m'ennuie. Ça n'a aucun intérêt. Le plaisir, le déplaisir, ils sont pas là pour nous habiter. C'est vraiment le flottement là, le flottement. Et c'est comme on est dans un état un peu presque onirique qui est proche de l'hypnose, justement. C'est en ça que l'hypnose l'intéresse. Et là, on met à disposition notre appareil psychique pour que viennent se dérouler des opérations psychiques qui concernent le patient. Ce n'est pas les nôtres. Nous, notre esprit, il est totalement ouvert. Et à ce moment-là, les opérations internes du patient peuvent se dérouler dans l'esprit du thérapeute et on devient comme un contenant. Un contenant, c'est-à-dire qu'on contient le contexte, que ce soit un écoutant, que ce soit un patient sur le divan qu'on ne voit pas, en face de soi, un couple, une famille, on contient émotionnellement, sensoriellement, on contient ce contexte, et on est dans cette capacité de rêverie, soi-même, qui parfois nous éloigne beaucoup de ce qu'il est en train de dire, mais la musique, elle est là, elle continue, et c'est justement là qu'on retrouve ce qu'on appelle la capacité de rêverie de la mère, mais encore une fois, c'est la mère, c'est le père, c'est en tout cas la personne qui tient le nourrisson, et qui, à travers cette capacité de rêverie, entre dans le monde de l'autre et permet de percevoir ses besoins et de percevoir ses émotions. Winnicott parlait de folie maternelle, et c'est bien de ça dont il s'agit, parce que c'est un état qui est un peu proche de la folie, dans le sens où sa propre conscience et ses facultés de jugement et ses facultés de raisonnement sont un petit peu mises de côté. Winnicott, il parlait de l'être.
il avait une formule que je trouve très belle, qui est first being, et qui n'est pas traduisible en français, parce que first being, c'est being, vous savez, en anglais, ça veut dire être en train de. Donc il s'agit d'être en train d'être dans le first being, et que c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est être, retrouver cette espèce de sentiment très primaire d'exister en face de l'autre, et à partir de cet être, qui serait un peu, alors lui il appelle le féminin non contaminé, cet être soi, cet être au monde, qu'il oppose au mouvement psychique, qui est un mouvement de projection, d'évacuation, parfois de refus, et qu'il relie au masculin phallique. Alors ça ne veut pas dire que les femmes sont... ce masculin et ce féminin n'a rien à voir avec les hommes et les femmes, d'ailleurs ces catégories sont en train un petit peu d'être remises très fortement en question aujourd'hui, mais c'est ces capacités féminines et masculines qui sont à l'intérieur de soi. Bon, je vais peut-être m'arrêter là, et je vous remercie.